Bonjour à toutes et à tous, salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Un Kickstarter en petite forme. Les vacances sont commencées pour lui. Oui, bah forcément, de toute façon en général quand il y a une grosse semaine, c'était le cas la semaine dernière, c'était une grosse semaine, bah, ça se calme la semaine suivante, puis après ça va repartir, hein. J'ai vu les projets au mois de juillet, Mais oui. il y a des gros trucs, il y a des gros trucs qui arrivent. Allez, on va commencer tout de suite par le top 10. En 10e position, c'est une entrée et c'est une nouveauté, ça tombe bien. Epic Spells Wars of the Battle Wizards, Annihilageddon numéro 2. Vas-y, paye ton titre quoi. Donc c'est la deuxième partie d'un jeu qui n'est pas nouveau, hein, qui date de 2010, dans lequel c'est un deck building où vous allez vous foutre sur la tronche joyeusement. C'est un jeu assez méchant, assez poétiquement incorrect. D'ailleurs, les illustrations le prouvent, c'est très trash. C'est très comment s'appelle ce magazine américain là, Mad. Voilà. Oui, clairement. Oui, ça fait vachement écho. J'y ai pensé tout de suite en voyant les illustrations. Qui était un peu l'équivalent, on va dire pour simplifier, de Fluide Glacial en France, qui était un journal satirique assez gore, enfin voilà quoi, tout ce qui a plu aujourd'hui quoi. Et, et donc le jeu est dans cette veine-là, donc les cartes sont très trash, très colorées, avec des illustrations très agressives, on va dire. Donc voilà, c'est un peu du deck building rock'n'roll. Et donc ils font une nouvelle mouture donc de ce jeu qui a connu plein d'extensions. Et c'est compatible avec le premier du nom. Voilà, vous pouvez mélanger les cartes avec ce numéro 2. C'est Cryptozoic qui produit ça, enfin qui édite ça, qui est un éditeur un peu en dents de scie, qui avait fait notamment Ghostbusters, voilà, qui était pas terrible, et qui a fait dernièrement on va dire un demi-succès ou un demi-échec, c'est toujours pareil, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide, avec Batman The Dark Knight Returns. Voilà, The Game. C'était un gros jeu sur Batman et qui a fait un peu moins que ce qu'il pensait, je pense. Voilà, c'était assez décevant. Ouais, mais en tout cas, c'est des habitués à des styles graphiques comme ça qui sortent un peu du commun, parce que c'était aussi qui avait fait le jeu basé sur les illustrations de Steven Rhodes, dont on Exactement. vous avait parlé il y a quelques semaines. En tout cas, force est de constater qu'ils prennent des risques, même sur le Batman. Finalement, ce qui leur avait été reproché, c'était le visuel. Mais ils essayent de sortir des sentiers battus. Alors après, on aime pas. Moi, typiquement, là, on est dans un style qui ne me parle pas du tout. Ouais. Vraiment pas. Quelques illustrations, je trouve que ça passe, d'autres pas du tout. Mm. Mais au moins, faut saluer l'effort de sortir d'un énième Oui. Donjon et Dragon ou d'un truc comme ça qui se ressemble finalement à chaque fois. Et puis c'est sympa de remettre en avant des illustrations comme ça de grands noms de la culture américaine. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, il y a 1320 contributeurs qui aiment les illustrations, apparemment. Le jeu va passer les 100 000 euros là, d'ici quelques heures, je pense. Il est presque à 100 000 euros. 9e position, c'est un jeu de rôle Rift. Alors, on le dit souvent, quand il n'y a pas de gros jeux dans Kickstarter, les jeux de rôle se faufilent. C'est le cas cette semaine, donc il y en a plusieurs dans le top 10. Rift, donc c'est un jeu de rôle du début des années 90. C'est un jeu qui se base sur les multivers, donc où tu peux passer par des portails, des failles, puisque c'est la traduction du titre, Rift, c'est une faille. Tu peux passer d'un univers à l'autre, donc c'est assez pratique pour varier les univers. Donjons & Dragons le fait aussi, voilà. Donc là, c'est un supplément qui se passe dans l'Atlantide, voilà. C'est de la SF, c'est de la SF. C'est un mélange d'Heroic Fantasy, de SF. Il en est à 1380 contributeurs, 91 000 euros, ce qui est bon, voilà, il est dans le top 10, voilà. 8e position, c'est Deliverance, The Game of Spiritual Warfare. On va très vite dessus parce que ça fait 2 ou 3 fois qu'on en parle. Il en est à 200 000 euros, quasiment 2000 contributeurs. Ce sont les derniers jours, il reste 6 jours avant la fin. Bon, ça n'aura pas cartonné, ce jeu de bataille entre les anges et les démons. Après, ça reste un premier projet, et c'est vrai que quand on a vu arriver, on en avait parlé. Moi, je pensais jamais qu'un jour on l'évoquerait dans le top 10. Donc oui, le résultat, il est pas incroyable. Mais moi, je relativiserais peut-être un petit peu plus par rapport à toi, parce que vraiment, je pensais vraiment que ça allait faire un flop. Allez, 7e position, c'est Valor and Villainy, Ludwig Labyrinth. Donc on en a parlé la semaine dernière. Il est rentré dans le top. Bon voilà, c'est encore une fois un dungeon crawler très coloré,
très humoristique, c'est très la mode. C'est du jeu, tu sais, comme disent les jeunes maintenant, c'est du jeu satisfaisant. C'est toutes ces vidéos où t'as le chocolat fondu qui tourne et tout. Tu connais toutes ces vidéos-là. Voilà. C'est une mode, t'as des vidéos comme ça où tu regardes et puis ça t'apaise, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça aussi, ce genre de jeu. C'est-à-dire que c'est que de la couleur rose, violette, il y a du matos partout, c'est très coloré. Donc je pense que t'as Qui tout. t'insère des petits trucs. Ouais, c'est ça. T'as tout ça sur ta table, tu fais ah, je suis bien là, je suis bien. Et je peux comprendre ce sentiment. Je peux totalement comprendre ce sentiment. Non, mais le jeu a l'air très joli. Je pense que t'en as pour ton argent, hein. Surtout que le jeu de base, Ouais. il coûte que $60 hein, finalement. Quand tu vois tout ce qu'il y a dans la core box, tu dis c'est pas une mauvaise affaire, hein. Sachant qu'à la 60 €, c'est sans les figurines. Donc je suppose que c'est Ouais. quand même le genre de jeu, vu comment ils mettent en avant les figurines, qui sont très belles, mais moi j'aurais tendance à me méfier. Ça me semble presque trop beau pour être vrai. Tu vois, c'est le genre de figurine où, Oui. comme ça, en résine, fait par ordinateur, Ouais, ça peut ouais. passer, tu vois. Mais ça me semble peut-être, elle me Elles sont semble très un détaillées. poil ambitieuse. Faudra voir Donc bon, ce qu'ils ont fait avant, s'ils ont produit de la belle figue avant. Ça, les images de figurines sur les pages Kickstarter, faut toujours s'en méfier, quoi. Sixième place, c'est Worlds of WebDM Weird Westland. Donc c'est un sourcebook pour Donjons & Dragons et autres, fait par les youtubeurs WebDM. Donc voilà, c'est leur sourcebook. C'était un beau succès. Il reste en plus 9 jours avant la fin de la campagne. Il y en a 224 000 €, 3566 contributeurs. On en a parlé la semaine dernière. Je te propose qu'on passe au suivant. Cinquième position, Forest of Pangaea. Donc il a gagné une place par rapport à la semaine dernière. Donc c'est ce jeu un peu écolo, spiritualo, miyazakien, dans lequel vous incarnez des esprits de la forêt et vous allez devoir vous occuper de votre petit lopin de forêt en agrandissant vos arbres, en pratiquant des rituels. Voilà, le jeu a l'air fort sympathique. Il y a un petit côté écolo avec le refus d'utiliser du plastique. Il est désormais 5e et il reste 13 jours avant la fin. Il a encore gagné une place cette semaine. 219 000 €, 4085 contributeurs. On en avait parlé la semaine dernière, tu sais, du fait qu'ils allaient tenter de faire tester un mode solo sur, C'est vrai, tout à fait. sur Tabletop Simulator, il me semble. Donc ça s'est fini, ça a eu l'air d'être un petit succès. Les joueurs ont l'air d'être assez contents. Ils ont fait des retours, etc. Donc là, le créateur s'est engagé à les prendre en considération, à essayer d'améliorer le truc. Mais en tout cas, ça semble quand même bien parti pour le solo. Et encore une fois, je trouve que cette initiative est vachement bien. Ouais. Parce que ça a permis d'obtenir des retours. Le mec, il a avoué comment, on va dire, c'est la QI. Il a dit, moi, le solo, je connais pas grand-chose. C'est pas vraiment comme ça que j'ai pensé le jeu. Mais il y a peut-être quelque chose à faire, donc faisons-le ensemble. Et le projet participatif n'a jamais été aussi participatif. En tout cas, on n'a pas mis le petit logo solo, hein, parce que officiellement, le jeu est toujours pour 2 joueurs minimum. Quatrième position, c'est une entrée. C'est Villagers Shifting Seasons. Donc c'est une extension pour Villagers, qui est un jeu de gestion de village. Tu vas prendre des habitants, essayer de leur faire du business. Voilà. Il en est à 144 000 €, 4400 contributeurs. Il reste beaucoup de jours, donc on va le revoir, hein. Il reste 20 jours. Je pense aussi. Voilà, donc moi j'ai jamais joué à Villagers. Je sais même pas. Sachant qu'il a été édité en français par Gigamic, Ah, mais c'est sous ça que le j'allais nom demander justement. Compagnon. Ça me dit vaguement quelque Compagnon chose, et mais pas de Villagers. Voilà. Donc en français, ils ont vraiment traduit le titre, donc c'est pour ça que. Et puis même la boîte n'a pas exactement le même design, puisqu'ils avaient inclus tous les trucs. Donc voilà. Alors pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de VF, mais ils sont indiqués dans la campagne que ils avaient été assez satisfaits de leur la distribution de leur jeu dans d'autres pays. Donc c'est encore en négociation, c'est encore en discussion, mais en tout cas les créateurs sont pas du tout fermés à ce qu'il y ait une traduction. Donc est-ce qu'elle arrivera avant la fin de la campagne? On l'espère, parce que le jeu de base était pas très cher. Je crois qu'il était écouté moins d'une vingtaine d'euros. le pledge est pas cher là, hein. Le pledge il a 13 livres. Ça fait 15 balles quoi. Donc ce qui est, le ce qui est all-in encore est un peu plus cher. Ouais. Oui, le all-in un peu plus cher. Je parle vraiment du pledge de base, ouais. Ce qui était encore moins intéressant du coup. Parce qu'avec la TVA et les frais de port, moins le jeu est cher, moins c'est intéressant de le pledger. C'est paradoxal, mais enfin bon, c'est comme ça.
Troisième position, c'est Scarface. Il lui reste 13 jours. 13 jours, il en est à 530 000 euros, 4600 contributeurs. Ça avait démarré très fort. Et puis, il s'est pris, Six Siege dans la tronche de Mythic Game. Je pense que ça a dû un peu le coincer. Alors, est-ce que cette semaine, il n'y a pas vraiment de gros jeux? Donc, est-ce qu'il va en profiter pour remonter la barre? Je n'en sais rien. Bon, il en est quand même à plus d'1,5 million d'euros. Donc, il n'y a pas de quoi pleurnicher sur son sort. Mais c'est vrai que c'est le genre de jeu, je pense, pour moi, qui pouvait facilement passer la barre du million. Mais bon, après, il reste 13 jours. On sait que dans les derniers jours aussi, il y a tous les indécis qui, finalement, on connaît le coup, se disent « Oh, et puis merde, je le prends. » Et puis, donc voilà, donc il va peut-être faire le million, c'est possible. Voilà, en tout cas, il est troisième. Moi, j'y crois. Ouais, il y a des chances. Le jeu est très beau, a l'air très beau. Il est pas, c'est pas un prix délirant. Moi, je trouve, voilà, on a déjà parlé que les gens trouvaient le jeu cher, mais là, les stretch goals, il y en a pléthore. Donc finalement, quand tu vois le jeu déployé sur la table, c'est quand même, ça vaut 100 balles. Enfin, faut quand même pas déconner, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai. Allez, deuxième position, c'est une entrée fracassante, et c'est du jeu de rôle encore, comme on vous l'avait dit, quand il n'y a pas de gros jeu de plateau, le jeu de rôle en profite, c'est Dungeons Drakenheim. Alors c'est quoi Dungeons Drakenheim ? C'est une grosse campagne faite par 2 youtubeurs, oui, comme Weird Westland, c'est pareil, et c'est les Dungeon Dudes. Les Dungeon Dudes, c'est 2 mecs que je suis depuis, ça va faire 2-3 ans que je les écoute, c'est mais très très fins connaisseurs de Donjons et Dragons. Alors ils font que du Donjons et Dragons, les 2 mecs, et en plus ils ont des noms à coucher dehors, c'est Montgomery Martin et Kelly McLaughlin, voilà, et ils sont très sympas, ils sont rigolos à voir, et ils sont très calés surtout. Ils font des parties en direct, et ils avaient créé leur propre campagne qui s'appelait Drakenheim, et donc ils se sont débrouillés pour trouver un éditeur. Voilà, il y a un éditeur qui s'est rapproché d'eux, ou ils se sont rapprochés d'un éditeur, et ils se sont dit, vous avez plein d'abonnés, votre univers il est vachement cool, et faisons un Kickstarter pour en faire un bouquin officiel. Enfin, officiel. C'est pas un bouquin Wizard of the Coast, mais en tout cas un bouquin édité avec leur campagne. Et ils l'ont fait. Et voilà, le jeu il est directement deuxième de Kickstarter. Le livre. 488 000 euros, 5300 contributeurs. Alors c'est un monde, c'est de la dark fantasy. Et en fait, ils sont partis du principe qu'une espèce de météorite s'était écrasée dans une grosse cité de Donjons et Dragons, et que les cristaux que contenait la météorite avaient un double effet qui se coule. À la fois, ils transformaient les habitants en une espèce de monstres un peu Lovecraftien, et ça permettait aussi à des gens qui contrôlaient ces pierres d'avoir des pouvoirs inédits. Voilà. Donc voilà, c'est le concept de ce donjon. Allez, avant de passer au numéro 1, on va parler de quelques nouveautés. Il y a Millennium War, donc qui est c'est un gros jeu d'échecs en fait, avec des grosses figurines. Vous avez un plateau, vous avez vos équipes. C'est un jeu pour 2 évidemment, et vous allez devoir vous foutre sur la tronche en mode échec, et ça coûte très cher. C'est un énorme pledge, parce que le jeu de base, rien que le jeu de base, il est à 110$. Après, très beau matos, il n'y a pas de problème. Oui, c'est clair, mais tu le payes, quoi. Tu sais ce que tu payes. C'est ça. Alors, la TVA est inclue par contre. Ça, c'est plutôt intéressant. Tu veux un jeu d'échecs un peu différent, qui a de la gueule. Après, c'est pas les règles des échecs. C'est pas une adaptation d'un jeu d'échecs, tu vois. Mais c'est. Oui, non, c'est de la stratégie, voilà. Façon confrontation, quoi, autour d'un Exactement. plateau. Ouais. Alors ensuite, on va passer à un petit jeu de science-fiction qui s'appelle Velocity Vanguard. Et là, c'est du jeu sous ecstasy. Vous voyez le plateau rose bonbon, violet, vert. Les mecs, ils ont tout mis. Ils ont tout mis, les mecs. Ils ont sorti toute la gouache, ils ont tout foutu sur le plateau. Vous allez incarner un équipage de vaisseau spatial, et vous allez vous foutre sur la tronche. C'est pareil, c'est un jeu d'affrontement, pur et dur. Alors ils appuient sur le fait que vous pouvez customiser les vaisseaux avec beaucoup de possibilités. Voilà, ils appuient vachement là-dessus. Vous pouvez vraiment faire des vaisseaux uniques avec des capacités uniques. Vous pouvez choisir votre équipage et tout. Donc ça, c'est plutôt rigolo, cette espèce de vaisseau à la carte. Les figues sont moches. Le plateau est moche. Ça m'explique pas plus que ça. Mais enfin bon, pour les gens qui aiment le jeu d'affrontement spatial, c'est mon cas, mais bon, c'est peut-être à regarder. En fait, ce que je trouve assez dommage, c'est que je trouve qu'il y a peu d'illustrations. Et en fait, quand tu les vois, les illustrations sont pas moches. Alors là, les illustrations des vaisseaux, je les trouve
personnellement plutôt sympa. C'est vraiment dommage de pas les avoir exploités parce que finalement, je trouve qu'une fois que, ok, t'as constitué ton vaisseau, très bien, mais en fait, c'est pas ultra attractif, hein, ça raconte rien. Non, ça Et je trouve raconte ça rien. C'est c'est ça le un peu truc. dommage parce que finalement, tu pouvais avoir un côté un peu tableau de bord où tu Ouais, pouvais c'est ça. avoir. Bah, c'est l'idée, hein. Et là, bon, ouais, tu sens que Il n'y a pas bon, d'univers, quoi. c'est ça, ils ont tout mis dans les couleurs, Hmm. façon Gardien de la Galaxie, et c'est un peu dommage. Évidemment, on salue tous nos amis daltoniens hein, qui savent apprécier la valeur de ce genre de jeu qui n'est absolument pas pensé pour vous, les amis. Je suis vraiment désolé. Oui. Mais bon. Allez, on va juste dire en news, vite fait, que Hollywood Racers relance sa campagne pour la 3e fois, parce qu'ils ont arrêté la semaine dernière, et ils ont repris il y a 24-48 heures, donc ça cafouille un peu tout ça. En tout cas, j'espère qu'ils vont y arriver, mais ça a l'air difficile, quoi. Ça a l'air difficile. Mais c'est bon, le projet est backé, enfin. Enfin, là, Il est financé. D'accord. Ça a été financé. Oui, pas backé, évidemment. Ça a été financé. Donc, voilà, après, tous les multiples déboires autour de ce projet, bon, voilà, ça a enfin fonctionné. Après, c'est vrai que bah, tu m'expliquais hors antenne que la campagne précédente s'était arrêtée. Et Ouais. Tu l'as je même pas ne vu, comprends hein. pas. Alors, oui, effectivement, elle ne fonctionnait pas, mais je me demande quelles en sont les raisons. Pourquoi cette campagne s'est arrêtée pour être relancée finalement dans la foulée. Si l'éditeur ou le designer du jeu écoute cette émission, il peut nous expliquer en commentaire, hein, avec grand plaisir. Je serais curieux. Alors, il y a une dernière nouveauté sur Kickstarter, et je te laisse la parole. Oui, alors il s'agit de Tranquility The Ascent. Donc c'est un standalone autour du jeu Tranquility. Et je trouve que le jeu est plutôt sympa. En gros, l'idée c'est un jeu d'ascension. Alors c'est marrant parce qu'on en parlait d'un autre jeu d'ascension la semaine dernière. C'est peut-être la nouvelle mode. Ouais. Les gens ont envie de partir à la montagne, de faire de l'escalade. Sauf que là, le jeu est beaucoup plus calme et finalement s'approche beaucoup plus du puzzle game. C'est-à-dire que vous avez un panorama à la base et puis chacun des joueurs ça se joue soit en solo, soit à 2 joueurs. Donc chacun va avoir une main de cartes avec des chiffres, etc. Et en fait, il y a des contraintes sur la première ligne. On va pouvoir poser qu'un certain nombre de chiffres, etc., etc. Donc soit on doit poser une carte sur le terrain, soit on doit se défausser de 2 cartes. Et donc du coup, il y a un côté très puzzle qu'on pouvait un peu retrouver dans des jeux comme The Mind ou ce genre de trucs avec assez peu de communication et il va falloir créer un chemin jusqu'au sommet. Et je trouve que l'idée est plutôt sympa, sachant que le jeu à côté s'accompagne de pas mal de petites extensions pour rendre l'aventure toujours calme, mais un peu plus corsée, avec de plus en plus de contraintes, une gestion de chèvres qu'il va falloir faire monter jusqu'au sommet. Enfin voilà, je trouve que l'idée est plutôt cool. Le jeu en fait, à la fin, ça forme une véritable montagne. Donc, je trouve que le design est vraiment, vraiment joli. C'est un petit jeu qui méritait peut-être un petit coup d'œil. Et bon, il en est à 18 000 €, 792 contributeurs, et il reste 31 jours. Allez, on part sur GameFound, et tu parlais d'Ascent, bah ça tombe très bien, liaison parfaite, puisqu'on va parler de Wild Ascent, Lavon Rising. Donc le gros jeu AAA, il est pas sur Kickstarter cette semaine, il est sur GameFound. Voilà. Donc Wild Ascent, c'est un jeu qui existe déjà, c'est un jeu d'escarmouche, hein, sur un jeu d'arène. Et là, ils en font une suite qui s'appelle Lavon Rising, qui a déjà rapporté 630 000 €, 2700, quasiment 2800 backers, et ils ont ajouté toute une dimension narrative et coopérative. Le jeu narratif est en plein boom, et si on peut avoir tout ensemble, c'est encore mieux, et c'est le cas de Wild Ascent. Vous pouvez faire du VS, du coop, du narratif, vous avez une grosse campagne, et évidemment c'est un jeu qui dit AAA, dit kilo plastique, et vous avez un monticule de figurines qui sont assez impressionnantes, il faut le dire quand même. Il y a des grosses figurines de créatures. Moi j'aime particulièrement l'espèce de mammouth là des enfers, qui est vraiment assez impressionnant. Voilà. Donc c'est un jeu quand même assez, enfin c'est un jeu à 100 balles, hein, si vous voulez prendre le core games. Évidemment, si vous aimez ce genre de jeu et si vous aimez Wild Ascent, vous ne prendrez jamais que le core games, vous allez tout prendre. Donc évidemment, on vous connaît, évidemment. on vous connaît. Donc là c'est tout de suite 300 balles, hein. Voilà. C'est tout de suite 300 balles. Après il y a une VF. Pour moi la TVA est plein pot. J'ai eu beau chercher, j'ai pas vu de TVA incluse, donc ouais, ça. Bon, c'est un jeu qui est cher. Voilà, c'est un jeu qui est cher, c'est un investissement. Après, je pense qu'il y a quand même, voilà, ça t'occupe un moment, quoi.
Très bien. Bah, du coup, on parlait on va encore changer de plateforme. Cette fois-ci, moi, je vous donne rendez-vous sur Game on Tabletop pour la traduction française de Too Many Bones par Lucky Duck Games. Donc, Too Many Bones, pour faire simple, c'était un des premiers jeux de la compagnie américaine Chip Theory Game, donc qui est connu pour ses jetons de poker en guise de figurines. C'est un jeu, donc c'est du dice building. Donc en gros, on fabrique son personnage en débloquant des dés qui vont nous donner des pouvoirs particuliers, etc. Il va falloir jouer en coopératif ou en solo pour aller affronter un méchant, en tout cas dans la boîte de base. Donc là, c'est une campagne qui peut sembler pas très vivante parce que finalement, il ne s'agit que de la traduction française de la boîte de base sans stretch gold, sans évolution, etc. Mais en fait, le travail de traduction, il est assez monumental puisque le jeu, en fait, il y a pas énormément d'éléments, enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont écrits, mais c'est écrit aussi avec un style, il y a des petits éléments cachés à droite à gauche, etc. Donc, en fait, c'est un travail assez monumental. Et en plus, Shield Theory Game, ils n'avaient pas spécialement envie de faire traduire leur jeu à la base. Ils se concentraient uniquement sur le public anglais, enfin anglophone en tout cas. Et apparemment, c'était une bataille de longue haleine. Donc en fait, c'est une campagne qui sert à faire ses preuves, montrer que le public français est là pour ce genre de jeu, est intéressé. Et en fait, de cette campagne pourrait découler ensuite la traduction du reste du matériel potentiellement, mais aussi peut-être des autres jeux de Shield Theory Game. Et sachant que c'est eux qui vont faire le prochain jeu The Elder Scrolls, à ne pas confondre avec le jeu Skyrim, mais le jeu The Elder Scrolls, donc basé sur l'univers complet de la licence. Et ils proposent quelque chose, donc parce que les Lucky Duck Games, ils sont quand même ultra cool en termes de. Enfin, moi j'aime beaucoup le travail qu'ils accomplissent. C'est que soit on paye très le bon jeu, éditeur. Hein. soit on paye le jeu là tout de suite, rubis sur l'ongle, on paye, on le recevra au moment de la traite. Soit en fait on en paye la moitié et en fait on demande une livraison dans sa boutique de jeu. Donc il y a toute une liste de boutiques partenaires et ensuite on paiera l'autre partie du jeu à ce moment-là chez votre boutique de jeux vidéo. Et donc, ils nous font crédit, quoi. C'est ça, et en plus, ça sans permet... intérêt, sans taux d'intérêt. Voilà, sans intérêt. C'est du crédit à 0%, c'est quand même pas mal. Exactement, pas de livraison, du coup, en plus, donc t'économises sur les frais de livraison, parce que tu vas devoir te déplacer avec tes petits pieds pour aller chercher ta boîte de jeu. Et puis en plus, ça fait vivre les boutiques. Prévu, a priori, en avril 2022 pour la livraison. Allez, on va finir par le numéro 1 de Kickstarter cette semaine, c'est Heroes of Barcadia. Alors, Heroes of Barcadia, il en est à 760 000 €, hein. 10 000 contributeurs pour un tout petit jeu à boire, en fait. Hein. C'est un petit jeu d'ambiance sans prétention, finalement. Et je me demandais, moi, s'il n'y avait pas un vrai désir de jeu d'ambiance, de jeu entre amis, après toute cette période de Covid, où tu es obligé de faire du jeu solo pendant des mois. Voilà. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Parce que ça fait plusieurs jeux d'ambiance comme ça qui cartonnent vraiment. Hein. Il y avait le sale jeu là où on pouvait plus, là, comment ça s'appelait, Nordic Correction. Et ça participe aussi à ce même mouvement que les jeux de potes, en fait, font de vrais cartons en ce moment. Voilà. Après, c'est le début de l'été, c'est le déconfinement dans beaucoup de pays. Bref, je pense qu'il y a certainement un lien. Et bien voilà, on a fait le tour de ce petit top 10, peu de nouveautés. Il y avait d'autres nouveautés, mais bon, voilà, on peut pas tout faire. N'hésitez pas à commenter ces campagnes. Moi ça m'intéresse, il y a des spécialistes de Wild Ascent, parce que nous on n'est pas spécialistes de Wild Ascent. Ça nous intéresserait. Ouais. On peut pas tout connaître non plus, hein, on n'est pas omniscient. Mais en tout cas, s'il y a vraiment des spécialistes de Wild Ascent, ça nous intéresse vachement, et je pense que ça intéresse les autres spectateurs qui sont comme nous, qui connaissent moyennement. Que vous pensez de cette nouvelle campagne, de ce supplément? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça vous branche? Voilà, ça nous intéresserait, parce que c'est quand même un peu le gros jeu de la semaine, et on aimerait bien avoir vos retours là-dessus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Swan, je te souhaite une bonne fin de semaine. Pareillement. Et puis, en attendant, bon jeu. Et tout à fait. Salut!